sans basket mais à l'aise. Je m'appelle Olivier Cachin, je suis journaliste et écrivain et j'ai pas mal fait de bouquins et d'émissions diverses sur le hip-hop depuis les années 80 en fait. En fait, moi, je suis arrivé au rap par le biais du funk, puisque après avoir eu comme première passion le punk pendant les années fin 70, j'ai découvert des groupes comme Earth, Wind & Fire, des artistes comme Rick James, notamment via une émission comme Sex Machine, qui était présentée à l'époque par Philippe Manœuvre et Jean-Pierre Jeunet, et George Clinton, tout ça. Et en 82, en fait, je suis tombé sur un maxi qui a littéralement, on peut dire, changé ma vie, c'était The Message, Grandmaster Flash and the Furious 5. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Avec une musique sortie de l'espace et un texte qui était d'une puissance que j'avais jamais entendu, et ça a été vraiment la révélation en quelque sorte. C'est le premier morceau qui m'a vraiment fait apprécier ce que j'ai découvert par la suite être le mouvement hip-hop, qui était donc le premier disque de rap américain qui m'a fait apprécier tout ce qui était dans un premier temps crédité sur Sugar Hill Records, et puis après j'ai tiré sur le fil et j'ai découvert tout ce qui s'en est suivi. Moi j'ai toujours apprécié dans la musique le message, en tout cas le contenu des paroles, c'est quelque chose auquel j'ai toujours accordé beaucoup d'attention, et avec le rap c'était une nouvelle façon, une nouvelle narration justement, une nouvelle façon de raconter des histoires, de poser des mots sur de la musique avec une puissance qui pour moi était inégalée à l'époque. Donc c'est vraiment les mots qui m'ont attiré en premier, le sens, pas le rythme, pas l'attitude visuelle, les fringues, c'est vraiment le contenu des paroles et cette façon de poser des mots sur de la musique. En fait, moi j'ai toujours été pigiste, c'est-à-dire que j'ai travaillé pour des magazines très variés, ça pouvait être Elle, Le Nouvel Observateur, des articles comme ça, et Picsou Magazine. Moi j'ai toujours adoré Karl Barks, qui est le créateur du personnage de Picsou, les bandes dessinées de Picsou, donc c'était très marrant de bosser dans ce magazine, ce que je fais depuis 20 ans d'ailleurs. Là dans le prochain je fais un article sur Tom Gijol et Fabrice Eboué qui sortent le film Casse Départ. J'ai aussi bien pu faire des articles sur des groupes sur des artistes comme MC Solar, des films. C'est rigolo parce que quand on est journaliste on peut être amené à travailler sur plein de supports. Le Picsou Magazine, moi j'adore, c'est marrant. Alors évidemment, j'écris pas pareil dedans que quand j'écris pour l'affiche ou pour Radical, mais c'est bien aussi. Now we come to the rap. This is rap. En fait, Rapline, c'était presque comme une anomalie à l'époque pour M6. Ce qui s'est passé, c'est que, rappelons pour les plus jeunes que c'était une époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de presse hip-hop non plus, en gros il n'y avait rien. Il y avait des magazines américains que les plus chanceux pouvaient acheter très cher à la rigueur, et puis des disques, mais sinon il n'y avait aucune approche, surtout pas la télé, de cette culture-là. Moi, je bossais sur M6 déjà à l'époque, je faisais quelques sujets pour des émissions musicales généralistes. Comme ils aimaient bien l'idée qu'il y avait des programmations de clips tous les vendredis soirs, ils faisaient des boulevards des clips, ça s'appelait avec des thématiques. Souvent ils passaient des trucs genre musique black, genre R&B, rap, etc. Ça marchait pas mal, donc ils se sont dit tiens on va faire une émission pour l'été. Genre sur un peu ces cultures-là, pensant que ça allait durer un été, que c'était une mode qu'elle allait passer. Moi j'ai été sur place, j'ai proposé donc de faire Rapline, et par une série de hasards incroyables, c'est une émission qui a duré 3 ans et demi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chaîne n'était pas du tout intéressée par cette musique-là. C'était vraiment moi et la petite équipe qui avait autour de moi qui avons lancé cette idée et puis qui l'avons fait vivre pendant 3 ans et demi. Et ce qui est dingue, c'est qu'on a accompagné la naissance et l'existence dès les débuts de cette première vague de rappeurs français old school, c'est-à-dire Ministère Amer, MC Solar, NTM, IAM, Les Little, Ideal J, Assassin. On a fait leur premier clip à une époque où aucun groupe français n'avait de clip. Donc c'est vrai qu'on a, sans le savoir, parce que souvent quand on est né dans le guidon on se rend pas compte de ce genre de truc, mais on a accompagné l'histoire du rap français. Et ça me fait rire de voir qu'encore maintenant il y a des conducteurs de métro, des taxis, des mecs dans la rue qui disent ah, Rapline, c'était Julien, les anciens. Et bon, c'était vraiment un plaisir de faire ce que personne d'autre dans les médias à l'époque, en tout cas en 90, ne faisait, c'est-à-dire
raconter un petit peu ce que c'était cette culture, au-delà de simplement montrer des clips, mais dire ce que ça voulait dire et qui étaient leurs acteurs. Bah, évidemment, c'était toujours mieux avant. Je veux dire, moi, c'était mieux quand j'avais 20 ans, évidemment. Mais ça, je veux dire, ça, c'est pas réservé au rap. On peut toujours avoir cette impression-là. Il faut s'en méfier aussi, parce que en disant ça, on fige le temps. C'est comme si tout d'un coup, on disait, ce qui existe maintenant n'a pas de valeur. Il suffit de parler à quelqu'un qui va avoir 15 ans maintenant. Si vous dites à quelqu'un de 15 ans c'était mieux avant, il va vous regarder en disant mais non, c'était pas mieux avant, d'abord parce que moi j'étais pas là, et puis c'était mieux avant parce que toi t'étais là avant. Mais il y a toujours quelque chose d'intéressant. Alors évidemment, pour quelqu'un comme moi qui a vécu les premiers disques de NTM et de IAM, je vais pas mentir, je vais pas dire que tous les groupes de rue qui sont là maintenant, je trouve ça mieux ou super mortel. Il y a des trucs intéressants, mais c'est vrai que j'ai forcément un petit peu de nostalgie. Maintenant, je pense qu'il faut toujours se méfier d'un excès de nostalgie qui pourrait faire oublier que à toutes les époques, quelles que soient les époques avec lesquelles il y a toujours des trucs intéressants. Ce qui est certain, c'est qu'il y a plus de groupes, il y a plus de mauvais groupes, parce qu'il y a plus de gens qui sont dans une espèce de caricature, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a rien d'intéressant aujourd'hui. Donc ouais, c'était mieux avant, mais encore une fois, c'est mieux d'avoir 20 ans que d'avoir 30 ou 40 peut-être. Alors c'est vrai que le rap français c'était très différent du rap américain. Les premiers morceaux que j'ai écoutés c'était dans les années 80. Honnêtement c'était pas formidable. Il y avait notamment un maxi de Destroyman et Johnny Go qui était intéressant mais qui n'était pas vraiment abouti. Nec Plus Ultra, quelques prémices, je dirais que c'était la préhistoire. Mais pour moi la vraie naissance du rap français, là où ça commence à passer aux choses sérieuses, c'est en 90. Il y a 2 albums. La compilation Rap Attitude, où on a le premier morceau enregistré solo de Dynasty, on a NTM, on a Salia qui était proche d'IAM à l'époque, et puis l'album de Lionel D, Il n'y a pas de problème, qui était lui aussi produit par Dynasty. Cet album d'artiste, celui de Lionel D, et cette compilation, c'était vraiment le début d'une aventure qui 21 ans après continue toujours. La situation française est très différente de la situation américaine parce que c'est un pays qui est plus petit. En France, on ne peut pas être disque d'or à Bordeaux. Aux États-Unis, il y a des gens comme Master P qui ont commencé uniquement en Nouvelle-Orléans et qui ont essaimé un peu par la suite dans le reste du pays. En France, c'est beaucoup plus petit. En fait, si on regarde historiquement, tous les artistes l'ont fait ou ont essayé de le faire. Simplement, ça n'a pas forcément marché. Passy, il a fait des compilations, Dealer, il a essayé de lancer plein d'artistes, des chanteuses, des rappeurs, mais ça n'a pas commercialement marché. MC Solar a fait aussi Sentinelle Nord, un label à l'époque, il avait produit Démocrate D, des noms comme ça. Simplement, ça marche pas forcément. Cool Chain aussi a essayé de produire Jeff Lener, Joey Star avec Ironside. Le truc, c'est qu'après, ça marche pas toujours. C'est le problème. Sans forcément citer de nom, ce que je trouve moins bien, c'est que maintenant on a une espèce d'uniformisation, c'est-à-dire qu'à une époque, tous les groupes, et il y en avait moins, tous les groupes français qui existaient avaient une identité précise. Ils amenaient quelque chose qui était différent, ils essayaient de se distinguer les uns des autres. Lui il fait ça, donc moi je vais faire autre chose. Il y avait Assassin qui avait ce côté intello de la rue, IAM avec ses délires égyptiens, MC Solar qui était un peu l'intello, littéraire, NTM qui avait un côté très brut, Ministère Amer qui était très militant, très provocateur. Maintenant, avec ce côté rap de rue un petit peu uniformisé, il y a plein de gens qui vont être dans un truc qui va être finalement assez... il y a une homogénéité, parfois un nivellement par le bas. Mais c'est aussi parce qu'il y a dans chaque cité, dans chaque quartier, dans chaque immeuble de chaque quartier un groupe, donc forcément tous ne sont pas au même niveau, même si tous pensent l'être. Donc c'est le fait qu'il y ait maintenant un accès plus facile à la musique, à la production, fait qu'il y a plus de groupes et donc forcément sur les dizaines de milliers de groupes de rap français qui existent, tous n'ont pas la même qualité. C'est juste une question d'évolution. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de qualité, mais il faut la chercher. Il y survit puisque le problème est de se faire de l'argent, mais si on a la passion, on ne fait pas du rap normalement uniquement pour se faire de l'argent. Bien sûr, quand on est artiste, on a envie de ça rapporte un peu d'argent, mais là ce qui se passe c'est un petit peu comme quand le rap a commencé en France dans les années 80, fin des années 80, il n'y avait pas d'argent. Les mecs qui l'ont fait, ils ne sont pas dit genre ah bah s'il n'y a pas d'argent, moi je fais rien. Donc c'est pareil maintenant, c'est vrai que les disques se vendent moins, mais il y a en même temps des artistes, je pense à Eliem par exemple qui est indépendant, qui a réussi à faire disque d'or, avec pourtant un public qui a priori n'est pas un public qui a un gros pouvoir d'achat et qui achète beaucoup, qui télécharge beaucoup, mais c'est un public militant qui disait bah voilà, moi je fais de la musique, j'aime bien cette musique, donc du coup je vais l'acheter comme une espèce de reconnaissance. Donc c'est toujours possible, c'est plus difficile mais c'est possible.
c'est vrai que Skyrock est la seule radio nationale en tout cas qui diffuse du hip-hop. Alors on peut effectivement se poser des questions sur est-ce que c'est du hip-hop, est-ce que c'est commercial. Bien sûr c'est commercial puisque c'est une radio nationale. Maintenant pour moi le problème, moi j'écoute pas vraiment Skyrock et je suis pas forcément d'accord avec leur programmation. Mais bon, c'est une radio privée donc ils font ce qu'ils veulent. Et je pense que le problème il est surtout en dehors de Skyrock, c'est-à-dire pourquoi les autres radios ne passent jamais. Alors évidemment, on ne demande pas à Énergie de passer Tout le monde de la galère, ou des morceaux super hardcore, ou des trucs underground. Mais en même temps, on voit quand il y a par exemple des artistes comme Rof qui font des morceaux avec Amel Ben, qui sont des morceaux qui sont authentiques mais qui ont ce côté R&B mélodique, pourquoi justement même ça ne passe pas? Je crois que la réponse c'est que même maintenant que des artistes comme La Fouine, comme Booba, Sniper ou plein d'autres font des grosses ventes, il y a toujours un problème vis-à-vis de cette culture-là sur les grosses radios FM. Alors il y a le problème Skyrock, mais il y a aussi ce fait que toutes les radios bloquent. Même s'il y a des ventes, ils bloquent cette musique-là. Je pense que le problème des radios par rapport par exemple à des artistes comme Soprano, qui pourtant est a priori assez grand public et assez, je dirais pas inoffensif, mais en tout cas fédérateur, humaniste, tout ce qu'on veut, c'est un problème qui est plus large, c'est-à-dire c'est le problème de toute cette culture, tous ces gens qui sont des jeunes de banlieue, souvent d'origine étrangère, qui ne sont pas acceptés. Et les radios, je pense qu'elles ont peur, elles se disent, ce qui est débile, si je passe ces gens-là, peut-être que le public que j'ai déjà va dire, dans ce cas-là, moi je vais m'en aller voir ailleurs. Moi je trouve ça déplorable, mais le fait est qu'on n'a pas encore réglé tous les problèmes de société, de racisme ou de défiance envers les jeunes de banlieue. Je pense que ça serait le même problème pour un rappeur blanc comme Orelsan. C'est toute l'attitude, à la limite, le fait de faire du rap fait qu'on est, c'est comme si on était noir ou arabe, même si on n'est pas. Ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a un côté, c'est la musique de ces gens-là, des banlieues, qui fait peur. Donc nous, les radios, les grosses radios, on ne touche pas à ça. Comme s'il y avait un cordon sanitaire autour de cette musique. Franchement, je trouve ça déplorable.